Bienvenue sur la chaîne Histoire du soir, où nous explorons le passé pour vous aider à vous endormir confortablement. Abonnez-vous et aimez, et à la fin de notre récit, vous serez profondément endormi. Fermez les yeux et plongez dans l'histoire. La chevalerie occupe une place importante dans l'histoire de l'Europe occidentale médiévale, agissant comme un institut social et militaire qui définissait la structure féodale de la société et l'ordre de la propriété foncière. L'image du chevalier s'est formée au fil des siècles, reflétant les conditions dans lesquelles l'Europe occidentale s'est développée après la chute de l'Empire romain. Le déclin de l'administration impériale, la diminution des armées régulières et l'augmentation des menaces extérieures ont conduit à ce que le service militaire devienne la base du pouvoir local. Ceux qui pouvaient mener la guerre et défendre leur territoire sont ainsi devenus des figures essentielles, les cavaliers lourdement armés et en armure étant devenus les unités de combat clés grâce à leur mobilité et à leur puissance de frappe. Dès le IXe siècle, les chroniques de l'Empire franc mentionnent des guerriers à cheval qui recevaient des terres en échange de leurs services, ce qui a servi de base à la future chevalerie. Au Xe siècle, la cavalerie lourde est devenue la principale force du système militaire. Le terme chevalier est apparu, désignant un cavalier avec des obligations spécifiques qui est progressivement devenu le symbole d'une personne ayant un statut particulier. L'adoubement est devenu un rituel formalisé, confirmant l'appartenance à la classe sociale. Et bientôt la transmission du titre par héritage a établi une place durable pour les chevaliers dans la hiérarchie sociale. La chevalerie s'est développée dans un contexte où les liens personnels et les serments jouaient un rôle clé dans l'organisation politique et où les systèmes d'obligations mutuelles entre seigneurs et vassals constituaient la base du régime féodal. En échange de sa loyauté et de son service militaire, le chevalier recevait protection et un domaine qu'il devait conserver, gérer et défendre. Ces relations reposaient initialement sur des coutumes et des rites, puis sont progressivement devenues juridiquement formalisées. En France, la chevalerie s'est affirmée dans un contexte de fragmentation féodale, lorsque le pouvoir royal s'est affaibli et que chaque féodal cherchait à créer ses propres forces militaires. Les chevaliers sont devenus des figures importantes du pouvoir local, ce qui a favorisé la formation d'une culture unique du service, fondée non seulement sur des ordres, mais aussi sur l'étiquette. La littérature a commencé à faire apparaître des images durables du noble guerrier, suivant des règles établies. Le modèle anglais s'est développé selon un principe différent. Après la conquête normande au Xe siècle, un système centralisé a été établi, dans lequel chaque chevalier connaissait son seigneur et recevait des terres en échange de services, formalisés par des obligations officielles. La fonction militaire s'est intégrée à l'administratif et les chevaliers vont participer à la gestion locale, aux procédures judiciaires et au maintien de l'ordre. Au Xe siècle, cette classe est devenue une partie essentielle du système politique, leur statut étant déterminé par leur origine, leur éducation et un rituel particulier qui les distinguait des autres couches de la société. L'Église chrétienne cherchait à garantir aux chevaliers le respect des normes établies, leur prescrivant de protéger les faibles, de se comporter de manière vertueuse et de suivre leurs obligations religieuses. Sous son influence, une conception du comportement chevaleresque a émergé, impliquant l'honneur personnel, la retenue et la soumission à l'ordre établi. Le chevalier est devenu une figure clé sur laquelle reposait le pouvoir local, l'organisation militaire et l'idéologie du service.
La chevalerie s'est développée au cours de plusieurs siècles et a eu un impact significatif sur l'histoire sociale et culturelle de l'Europe. Dans cette conférence, nous examinerons ses origines, son évolution, sa formation en tant que classe sociale et les changements qui se sont produits au fil du temps. La chevalerie en tant que classe militaire est née dans un contexte de changements politiques et sociaux significatifs en Europe occidentale après la chute de l'Empire romain d'Occident. Cet empire, qui a duré environ 5 siècles, était non seulement une puissance militaire, mais aussi un système complexe de gestion, de droit et de commerce, unissant des peuples des îles britanniques à l'Afrique du Nord et de la péninsule ibérique aux Balkans. Il existait une infrastructure développée, comprenant des routes et des garnisons, des systèmes financiers et une législation uniforme. Au début du XXe siècle, la stabilité intérieure a commencé à se dégrader. La crise économique, la réduction du nombre de paysans libres, la dépendance accrue vis-à-vis des mercenaires, les charges administratives et la pression extérieure constante ont affaibli l'Empire, autrefois puissant. Les tribus germaniques, qui avaient auparavant servi dans l'armée et formé des alliances avec Rome, ont commencé à s'installer sur ces territoires, remplaçant l'ancienne élite. En 410, la ville romaine a été prise par une armée commandée par Alaric, marquant symboliquement le début de sa chute. Le déclin formel de l'Empire s'est produit en 476, lorsque le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, a été renversé par le chef militaire germanique Odoacre. Son surnom, Augustule, signifiait « petit Auguste » et avait une connotation péjorative, car il était trop jeune et dépourvu de véritable pouvoir et d'autorité. Bien que l'Empire romain d'Orient, avec sa capitale à Constantinople, ait continué d'exister, l'Occident est tombé dans une désunion politique. Au lieu d'une structure unifiée, de nombreux petits royaumes et domaines se sont formés. Les lois ont perdu leur origine centralisée et le pouvoir est passé aux chefs locaux, à la noblesse militaire et à l'élite tribale, qui agissaient sur la base de la force. Dans cette situation, la population cherchait protection auprès de ceux qui pouvaient garantir la sécurité des terres et organiser une résistance armée. Ainsi a commencé la formation de l'ordre féodal. La base de l'ordre féodal reposait sur des accords personnels entre les propriétaires terriens et ceux qui acceptaient de leur servir avec des armes. La terre, mise à disposition, devenait un gage de fidélité. Ces parcelles étaient appelées fiefs, et les relations entre le propriétaire foncier et le guerrier étaient désignées sous le terme de vassalité. De telles obligations étaient formalisées par un serment public, des gestes symboliques et une promesse. Ce processus a créé une hiérarchie complexe où chaque personne savait à qui elle devait service et de qui elle recevait protection. Bien que ces relations variaient d'une région à l'autre, le schéma de base demeurait inchangé. La terre était accordée en échange de services. Le service nécessitait un patronage, et le patronage imposait la fidélité. La société devenait militarisée et stratifiée. La force militaire ne reposait plus sur un appel général, comme dans l'Empire romain, mais s'était transformée en une obligation personnelle. L'individu ou le vassal s'engageait à servir en échange de terres, de protection et de statut social. Il devait répondre à l'appel de son seigneur avec des compagnons armés et maintenir l'ordre sur le territoire des fiefs. Ce système s'est particulièrement développé en Gaule. Au VIe et VIIe siècle, la domination des Francs est devenue prédominante. Elle reposait sur une alliance entre la noblesse tribale et la dynastie royale, où l'élite militaire jouait un rôle clé.
Le règne de Charlemagne a été particulièrement significatif, car en tant que roi, puis empereur, il a non seulement élargi les territoires de son État, mais a également introduit une nouvelle approche de la gestion. Il utilisait activement des concessions foncières pour maintenir la loyauté de ses vassaux. La terre devenait une récompense pour la participation aux campagnes militaires, la protection des frontières et la répression des rébellions. Charlemagne a formé un réseau de partisans, chacun d'eux étant tenu de mobiliser des hommes armés en cas de menace. Cela a conduit à la formation d'une nouvelle couche militaire, des cavaliers lourdement armés, distincts de la milice populaire. Ils étaient équipés de leur propre matériel équestre, y compris des armures et des armes, avaient des serviteurs et pouvaient être formés à l'art militaire dès leur jeune âge. Une telle cavalerie nécessitait des ressources financières considérables et une préparation minutieuse. Le cavalier devait maîtriser l'équitation et manier habilement la lance, l'épée et le bouclier. Il était également responsable de son équipement, commandait ses subordonnés et participait aux rassemblements, aux cérémonies et aux tribunaux. Ainsi, le service des chevaliers englobait non seulement des actions militaires, mais aussi des tâches administratives. Ces guerriers avaient différentes appellations. Dans les textes latins, ils étaient appelés milites, dans les documents administratifs, equites, et parmi le peuple, ils étaient connus sous le nom de cavallari. Cependant, en France, le terme chevalier s'est imposé, dérivant du mot latin cavallarius, qui désignait un guerrier à cheval servant un seigneur. Ce mot est sorti de l'usage quotidien et est devenu le symbole d'un nouvel ordre basé sur la dépendance militaire, le serment et la fidélité personnelle. Avec la formation de l'ordre féodal, l'organisation sociale de l'Europe occidentale est devenue rigidement hiérarchique. L'idée des 3 États principaux s'est ancrée, chacun remplissant son rôle divinement établi. Cette notion était exprimée dans la formule latine oratores, bellatores et laborator, qui se traduit par ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Les racines de cette formule remontent aux traités ecclésiastiques des Xe et XIe siècles et ont rapidement été perçues comme une explication de la naturalité et de la justesse des inégalités de classe. Ceux qui prient comprenaient des prêtres, des moines et des évêques, dont la fonction principale était de prier pour la paix chrétienne, de guider les âmes vers le salut et de maintenir la pureté spirituelle de la société. Par le biais de sermons, de rites et du respect des vœux de célibat, ils servaient de lien entre l'homme et Dieu. Ceux qui combattent, quant à eux, assuraient la protection de l'ordre établi, possédant la force et le droit de porter des armes, ainsi qu'une disposition à se battre pour les intérêts de leur seigneur et du roi. Ils assuraient le pouvoir local, réprimaient les révoltes, accompagnaient les prêtres dans leurs pèlerinages et s'occupaient de la défense des domaines. Ils étaient à considérer comme les gardiens de la paix, dotés de bravoure, de discipline et de loyauté. Ceux qui travaillent formaient la base de la structure sociale, s'occupant de l'agriculture, du soin du bétail, de la construction de maisons, du travail des métaux, de la réparation des routes et de l'approvisionnement de la société. Cette catégorie comprenait des paysans, des artisans, des commerçants et des citadins. Leur travail était essentiel à l'existence de tous les autres États. Ils assuraient la principale base fiscale et produisaient tout le nécessaire pour la société. Malgré le travail ardu, c'était leur activité qui soutenait l'ensemble du système. Cette division ne se contentait pas de décrire les rôles sociaux, mais renforçait également l'idée d'immuabilité des classes. Chacun remplissait son rôle prédestiné
et se soumettait à l'ordre divin établi depuis des siècles. Cette conception constituait la base de la perception médiévale du monde. Les combattants occupaient un rôle clé dans la structure féodale. Ceux qui brandissèrent l'épée et servaient un seigneur devenaient la base de tout le système. Leur statut était défini par le droit au service militaire, qui était confirmé par la participation aux campagnes, le prêt de serment et le rituel de consécration, séparant le chevalier du simple guerrier. Le service militaire, formalisé par un serment et un contrat, devenait un titre. Le chevalier devenait le représentant de sa classe, lié au pouvoir, recevant un nom et un symbole ancrés dans la tradition féodale. La chevalerie dans l'Europe médiévale était une classe strictement élitiste, dont l'appartenance dépendait avant tout de l'origine. Devenaient chevaliers des hommes issus de familles de féodaux libres. Leur ascendance était confirmée par le droit au service militaire, l'obtention d'un fief et la reconnaissance par d'autres membres de la noblesse. L'accès à la classe chevaleresque était fermé à la population dépendante, qui comprenait les habitants des campagnes sous le contrôle d'un seigneur et n'ayant pas de liberté juridique. Ces personnes, connues sous divers noms tels que serviteurs ou vilains, ne pouvaient posséder de terres, se déplacer sans autorisation, ni porter des armes. Même en possédant des richesses ou des mérites, elles restaient en dehors du cercle chevaleresque. L'élévation au rang de chevalier pour un service militaire exceptionnel était extrêmement rare. Même au sein des familles de propriétaires terriens libres, le statut de chevalier n'était pas transmis automatiquement. Un jeune homme suivait un parcours strictement défini. Environ à l'âge de 7 ans, il était envoyé dans la maison d'un seigneur ou d'un parent pour une éducation formelle, où il devenait page. La formation incluait des éléments de service et d'imitation. Il veillait à l'ordre, observait les chevaliers, assistait aux cérémonies et apprenait la discipline et le respect. Les responsabilités du page consistaient à participer aux cérémonies, à s'occuper des vêtements et des armes des plus âgés, ainsi qu'à exécuter des missions. Sa vie se déroulait sous un contrôle constant, ce qui lui permettait d'assimiler les manières et le comportement des chevaliers afin de répondre par la suite à leurs normes. À 15 ou 16 ans, le page devenait écuyer et ses fonctions l'amenaient progressivement vers les obligations militaires. Il accompagnait le chevalier lors de voyages et de rassemblements, s'occupait des armures, amenait le cheval et participait aux entraînements. L'écuyer pouvait participer à des tournois et à des chasses, et il était également responsable de l'entretien de l'équipement. Lors des batailles, il se tenait aux côtés de son seigneur et n'avait pas le droit d'agir de son propre chef, mais il pouvait se retrouver dans une situation où la vie du chevalier était en jeu. Certaines chroniques mentionnent des cas où des écuyers prenaient part au combat, assumant la responsabilité dans des circonstances extrêmes. L'écuyer était formé non seulement à l'escrime, mais aussi à la tactique, à l'organisation du camp et aux responsabilités en temps de paix. Il observait les jugements, les cérémonies et les négociations, ce qui lui permettait de comprendre le contexte plus large du service chevaleresque, alors qu'il approchait de la fin de sa formation. La consécration en tant que chevalier se faisait après que le candidat ait atteint la maturité et gagné la confiance. Ce rituel, en tant qu'étape finale, marquait l'aboutissement d'un parcours commencé dans l'enfance et se déroulait dans une ambiance solennelle, soulignant sa reconnaissance au sein de la classe. La cérémonie commençait par une auto-immolation, symbolisant la purification avant le début d'une nouvelle vie. Ensuite, le candidat passait la nuit en prière,
généralement dans la chapelle du château, près de l'armement qui symbolisait son futur service. Au matin, il se mettait à genoux devant son seigneur. On lui remettait une épée et des éperons, qui marquaient sa nouvelle position. Par la suite, le seigneur lui donnait un léger coup d'épée sur l'épaule, affirmant ainsi son titre. Ce geste revêtait une signification profonde, car à partir de ce moment, l'individu obtenait le droit de servir, de commander, de porter un blason et d'être reconnu comme chevalier parmi ses pairs. La consécration pouvait être réalisée par le roi, un puissant féodal ou un chevalier respecté, possédant une autorité suffisante. Le candidat prononçait un serment court mais significatif, dans lequel il promettait de garder la fidélité, de protéger les faibles et de suivre le code d'honneur. Des témoins étaient présents, conférant ainsi une importance publique à l'événement. Après la cérémonie, le nouveau chevalier se relevait et, à partir de ce moment, il avait la possibilité de participer aux rassemblements militaires, de disposer de terres et d'entrer dans des relations de vassalité. La consécration marquait la fin du parcours d'éducation, de service et de reconnaissance, fixant le statut de l'individu en tant que guerrier, vassal et membre de l'ordre chevaleresque. Bien que la chevalerie ait initialement été un ordre héréditaire, dépendant de l'origine et de l'éducation, au fil des différentes époques historiques, des personnes sans racines nobles pouvaient également être admises dans cet ordre. Les mérites au combat ou la fidélité envers un seigneur ou un roi devenaient la base de cette consécration. Ces exceptions se sont particulièrement répandues à partir de la fin du XIe siècle tout au long du XIe siècle, lorsque la structure sociale est devenue plus flexible. Dans la première moitié du Moyen Âge, la cérémonie de consécration en tant que chevalier, pour des personnes sans origine noble, était extrêmement rare. Cependant, durant les croisades, il y eut davantage d'exemples où des commandants élevaient au rang de chevalier des guerriers ayant fait preuve de bravoure au combat ou lors de la défense de lieux saints. Les chroniques mentionnent des combattants d'origine modeste, récompensés par une épée pour leur courage lors des sièges de forteresses ou des batailles contre des ennemis. Bien que de tels cas soient restés isolés, ils soulignaient de manière significative que l'acte pouvait parfois avoir plus d'importance que la lignée. Au Xe siècle, en France et en Angleterre, le service militaire devenait de plus en plus professionnel. Certains chevaliers n'étaient pas des vassaux héréditaires, mais représentaient des vétérans ayant combattu dans des batailles glorieuses au sein des armées royales. Lors de longues périodes de guerre, de telles personnes pouvaient recevoir un titre pour leur service fidèle. Les rois et les ducs utilisaient la consécration chevaleresque comme un outil pour renforcer la loyauté. Un exemple frappant est Bertrand du Guesclin, fils d'un noble de petite noblesse de Bretagne, qui fut reconnu chevalier pour son courage au combat et qui dirigea par la suite l'armée de France. Dans certains cas, des citadins influents et des marchands, ayant acquis une fortune considérable, pouvaient être consacrés chevaliers, surtout s'ils financèrent des campagnes militaires ou prenaient en charge des tâches administratives. En Angleterre au Xe siècle, cela devenait une pratique courante, notamment dans les villes dotées de structures autonomes en développement. On leur remettait une épée et un bouclier, et ils participaient aux cérémonies, acquérant le droit de porter un blason, tout en restant en dehors du système de l'aristocratie noble héréditaire. À partir de la fin du Xe siècle, dans le contexte du renforcement des armées centralisées, les mercenaires ont commencé à revendiquer le statut de chevalier. Ils servaient dans des troupes régulières, combattant sous la direction des rois et des ducs, recevant un salaire
et exécutant des ordres. Certains commandants, en particulier les capitaines de grands détachements, pouvaient être élevés au rang de chevaliers en reconnaissance de leur expérience et de leur mérite. Cela se produisait particulièrement souvent lors de périodes de guerre prolongées, lorsque la demande de professionnels dépassait les exigences liées à leur origine. Un exemple célèbre de roturier devenu chevalier est Jacques de la Laine, qui vécut au milieu du XVe siècle. Fils d'un fonctionnaire de la cour du duc et sans origine noble, il reçut le titre de chevalier pour son courage exceptionnel et ses succès lors des tournois à la cour bourguignonne. La consécration de Jacques soulignait l'importance croissante des qualités personnelles et des exploits dans la société médiévale tardive. Bien que de tels cas demeurent rares, ils témoignaient d'une expansion progressive des conceptions de la chevalerie. Le titre a conservé sa valeur symbolique, mais il est devenu de plus en plus associé aux qualités personnelles, aux réalisations militaires et à la loyauté, et non seulement à la lignée. Après avoir étudié l'évolution du chevalier, il convient de se pencher sur le rôle des femmes dans ce système. Bien qu'elles ne participaient pas aux batailles, leur statut influençait les relations foncières, la culture de la cour et les liens sociaux. La femme occupait une place importante dans le milieu où se formait la chevalerie, son statut étant déterminé par son origine, son mariage et son appartenance à une lignée. Dans l'Europe féodale, une femme pouvait devenir héritière en l'absence de descendants masculins directs, recevant des terres, des titres et le droit de les administrer. Ce phénomène était particulièrement caractéristique de la France et de l'Angleterre. La veuve d'un féodal conservait le fief jusqu'à son second mariage ou à la transmission des biens à un héritier, assumant la responsabilité de la gestion, menant la correspondance et, si nécessaire, organisant la défense de ses possessions. Un exemple frappant est celui d'Aliénor d'Aquitaine, dont les terres s'étendaient de la Loire aux Pyrénées, avant son mariage avec Louis S. Elle gérait seule l'Aquitaine, puis, après son divorce, elle épousa Henri Plantagenet et devint reine d'Angleterre. Aliénor participait activement aux affaires de la couronne, accompagnant son mari lors de missions diplomatiques, menant la correspondance et conservant de l'influence même après son arrestation sur ordre de celui-ci pour avoir soutenu la révolte de ses fils. Grâce au mariage, les femmes devenaient un lien entre les familles et renforcèrent les alliances féodales, qui faisaient souvent partie des stratégies politiques. Avec la femme étaient transmises des terres, des droits juridiques et une légitimité symbolique. Souvent, c'est le mariage avec une héritière qui faisait d'un chevalier un propriétaire légitime de la terre. Les accords matrimoniaux avaient une valeur juridique, déterminant la répartition du pouvoir dans la région. Dans la culture de cour, les chevaliers participaient souvent à des tournois au nom d'une dame. Avant de pénétrer dans l'arène, ils prononçaient son nom et recevaient d'elle un signe, généralement un ruban, un gant ou une ceinture, en lui dédiant leur éventuelle victoire. Cependant, de tels actes n'étaient pas l'expression de sentiments romantiques. Ils servaient à confirmer la participation du chevalier au système culturel de la cour et à renforcer son statut aux yeux de la noblesse. La dame de cour jouait le rôle de protectrice, représentant une lignée noble, ayant des liens à la cour et la capacité d'approbation publique. Ces femmes pouvaient remettre des récompenses, défendre les chevaliers, confirmer leur réputation et influencer la prise de décision. Certaines dames devenaient les protectrices de plusieurs chevaliers à la fois. Leurs noms sont souvent mentionnés dans les chroniques, les chansons et la correspondance.
Le comportement du chevalier en présence des dames était soumis aux normes de cour, et tout écart par rapport à celles-ci était considéré comme une violation de la structure sociale. Il arrivait que des relations dépassent ces standards. L'un de ces cas s'est produit en Bourgogne à la fin du Xe siècle. Marguerite de la Reine, épouse de Jean de Châlons, avait des liens avec le chevalier Pierre de Langelan, qui se trouvait à sa cour et agissait en tant que son représentant lors des cérémonies. Lorsque le duc apprit cela, le chevalier fut arrêté. Cette histoire est devenue célèbre et a été consignée dans les chroniques comme un exemple d'un mélange inacceptable des attachements personnels avec les devoirs de cour. En dehors du cercle de cour, les femmes avaient une position tout à fait différente. Les femmes n'appartenant pas à la noblesse n'avaient pas le droit de bénéficier de protection, de services rituels ou de défense de la part de la cour. Leur sécurité dépendait du seigneur contrôlant la terre, ainsi que des normes de la communauté qui étaient appliquées de manière inégale. Dans les documents des Xe et XIe siècles, on trouve des cas de violences sexuelles commis par des chevaliers qui échappaient à toute punition. Leur force et leur pouvoir les exonéraient de toute responsabilité. L'Église tentait de contenir de tels actes par le biais de sermons, de vœux et de menaces d'excommunication, mais ces mesures n'avaient aucune portée symbolique. Le contraste entre l'image idéalisée du service à la dame et la pratique réelle reflétait l'ordre féodal. Dans la culture chrétienne, l'image féminine était indissociablement liée à la Vierge Marie. Son nom était mentionné dans les prières, et son image était souvent utilisée sur les blasons, car elle était considérée comme la protectrice des chevaliers. Le lien entre la pureté religieuse et le service à la dame était particulièrement souligné dans les textes et les rituels, surtout durant la période des croisades. Bien que la chevalerie ait été créée comme un ordre basé sur le service masculin et la possession d'armes, au Moyen Âge, certaines femmes participaient activement à la structure militaire, protégeant des terres et remplissant des fonctions généralement associées aux chevaliers. Des exemples marquants incluent Jeanne d'Arc et Pétronille de Chemillé. Bien que ces deux femmes ne puissent pas formellement prétendre au titre de chevalier, leurs contemporains les percevaient comme des détentrices à part entière de ce titre. Jeanne d'Arc était née dans le village de Domrémy, à la fin du Xe siècle, dans une famille de paysans aisés. Dès son jeune âge, elle affirmait entendre des voix de saints qui l'appelaient à aider Charles VII, héritier du trône français, à chasser les troupes anglaises et à rétablir la justice. Vers l'âge de 16 ans, elle se rendit à Vaucouleurs et demanda aux garnisons locales de l'emmener à la cour. Au printemps 1429, Jeanne rencontra Charles VII, passa un examen théologique et obtint la permission de rejoindre l'armée. Elle arriva bientôt à Orléans, assiégée, où elle joua un rôle clé dans la campagne militaire. Sa participation changea l'atmosphère au sein des troupes et rehaussa le moral des soldats. La victoire à Orléans fut un moment décisif. Quelques mois plus tard, Charles fut couronné à Reims et Jeanne l'accompagnait lors des campagnes, participant au conseil militaire et restant fidèle à sa destinée, guidée par la patience et la foi. Jeanne vivait séparément, portait une armure, priait quotidiennement, maintenait l'ordre dans le camp et prévenait les violations. Son image incarnait une rigueur intérieure et un sens du destin. Même les sceptiques, quant à ses origines, reconnaissaient son influence. En 1431, elle fut capturée lors de la défense de Compiègne. Les Bourguignons la livrèrent aux Anglais et un procès s'ensuivit. Elle fut accusée d'hérésie et de porter des vêtements d'homme.
Le procès se déroula à Rouen et dura plus de 2 mois. Finalement, elle fut condamnée à mort, sentence exécutée par brûlage sur la place du marché, à l'âge de 19 ans. 25 ans plus tard, le procès fut annulé, et au XXe siècle, Jeanne fut canonisée. Sa figure est devenue un symbole de résilience, de dévouement et de service suprême. Pétronille de Chemillé a vécu un siècle et demi avant Jeanne, au milieu du Xe siècle en Languedoc. Elle appartenait à une petite noblesse qui possédait un fief fortifié. Lors d'un conflit armé entre les seigneuries voisines, Pétronille devint une figure clé pendant le siège. Les chroniques du monastère de Saint-Hilarion conservent un récit de la manière dont elle organisa la défense, prit le commandement du garnison, répartit les provisions et mena des négociations. Un des accords, rédigé après la levée du siège, est conservé dans les archives de l'évêché avec sa signature. Après la fin du conflit, Pétronille continua à gérer le fief, résolvant des litiges fonciers, validant des contrats de mariage et s'occupant des affaires de la famille sans l'aide d'hommes. Ses contemporains la décrivaient comme une femme au caractère ferme et à l'esprit clair. L'absence de titre de chevalier ne l'empêchait pas d'accomplir les mêmes fonctions: protéger, gérer et maintenir l'ordre. Examinons maintenant plus en détail l'équipement du chevalier. Sur le champ de bataille, il avait toujours avec lui une épée, une lance et un bouclier. Selon la situation, son arsenal pouvait inclure un marteau de guerre, une hache ou une masse. Tous les objets étaient choisis en fonction de la tâche spécifique et avaient leur propre signification, faisant partie de la préparation, montrant le statut et assurant la survie. L'épée était considérée comme l'élément principal de l'armement des chevaliers et mesurait environ 90 cm de long. Elle se composait d'une lame droite à pointe, acérée et à double tranchant, tandis que la poignée était dotée d'une garde pour protéger la main et d'un pommeau massif qui aidait à équilibrer la lame. L'épée était utilisée pour trancher, pour des coups d'estoc et pour parer les attaques. Les forgerons fabriquaient des lames bien conçues en acier trempé et les ornaient souvent d'inscriptions, d'armoiries ou du sceau du maître. Le bouclier était utilisé non seulement comme protection, mais aussi comme signe distinctif. Dans les premiers siècles, sa forme était en goutte d'eau, ce qui permettait de protéger la poitrine et la cuisse, couvrant le cavalier de l'épaule au genou. Pendant la monte, la partie inférieure du bouclier se plaçait confortablement sur la cuisse, tandis que la partie supérieure découvrait le torse. Avec le temps, la forme des boucliers a évolué. Des modèles rectangulaires et triangulaires sont apparus, devenant plus légers et plus pratiques pour l'infanterie. Ils étaient fabriqués en bois stratifié, recouverts de cuir avec des renforts métalliques. Sur la face extérieure des boucliers, des armoiries et des couleurs de famille ou de seigneur étaient appliquées, permettant d'identifier les alliés sur le champ de bataille et de maintenir la formation. Dans les garnisons urbaines et pendant les sièges, on utilisait la pavise, un grand bouclier qui offrait une protection complète de la tête aux pieds. Elle était plantée verticalement dans le sol pour abriter les archers et les arbalétriers. La pavise était lourde et était principalement utilisée par l'infanterie, ne faisant pas partie de l'équipement standard des chevaliers. L'apparition de ce bouclier au Xe siècle témoignait de la diversité des moyens de protection. La lance était l'arme clé lors des charges de cavalerie, sa longueur pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres. Le chevalier maintenait le manche sous son bras, s'appuyait sur son armure et dirigeait la pointe vers l'adversaire. Lors d'un choc significatif, la force de l'impact augmentait grâce à la vitesse du cheval,
ce qui permettait de briser la lance, de percer le bouclier et de faire tomber l'adversaire. Lors des tournois, les pointes étaient spécialement émoussées et le manche renforcé pour éviter les issues fatales. Mais les blessures restaient néanmoins un phénomène courant. Dans les combats rapprochés, on utilisait des marteaux de guerre, des masses et des haches. Le marteau de guerre était particulièrement efficace contre les armures en maille. Son flanc perçait les coutures, tandis que la face massive détruisait la protection. La masse portait de puissants coups au corps, brisant les systèmes de défense. À partir du XIe siècle, des épées, à 2 mains d'une longueur allant jusqu'à 125 cm et pesant environ 2,5 kg l'homo, commencèrent à apparaître sur le champ de bataille. Ces épées ne pouvaient être utilisées qu'avec les 2 mains, ce qui excluait l'utilisation d'un bouclier standard, et il était difficile de manœuvrer avec elles en pleine armure. Par conséquent, les chevaliers recouraient rarement à ces lames en combat à pied, les utilisant seulement pour défendre des fortifications, lors de duels ou contre des lanciers. L'épée à 2 mains était bien adaptée pour détruire des boucliers et des manches de lance, ainsi que pour le combat contre l'infanterie. Mais dans les batailles de masse, elle était moins polyvalente que l'épée ordinaire. Le coût de cette arme était considérable. Au Xe siècle, un ensemble comprenant une épée, une lance, un bouclier et un équipement auxiliaire pouvait coûter autant que le revenu d'un petit village sur une année. Les jeunes nobles recevaient souvent des armes en cadeau de la part d'un seigneur, du roi ou d'un ordre militaire. De plus, les vainqueurs de tournois et de campagnes pouvaient être récompensés par une épée ornée de symboles personnels, ce qui renforçait leur statut dans le milieu chevaleresque. La protection du corps jouait un rôle clé dans l'équipement du chevalier, influençant ses mouvements, son agilité et ses chances de survie au combat. Les premières armures étaient composées de mailles, une cuirasse métallique tissée à partir de nombreux anneaux en fer. Elles couvraient la poitrine, les épaules, les bras et les hanches, tandis qu'une capuche, réalisée selon une construction similaire, était portée sur la tête. La cotte de maille protégeait des coups violents en répartissant la force sur la surface, mais ne fournissait pas une protection adéquate contre les armes contondantes lourdes. Sous la cotte de maille, on portait un sous-vêtement rembourré, le gambison, qui amortissait les impacts et protégeait la peau des frottements avec le métal. Le poids de la cotte de maille pouvait atteindre 15 kg, ce qui nécessitait du chevalier endurance et accoutumance. Avec le temps, les systèmes de protection sont devenus plus complexes. On commença à porter des gantelets en maille, aux poignets, ainsi que des cuissards, des jambières et des genouillères aux jambes. De plus, des plaques métalliques furent fixées sur la cotte de maille. Au Xe siècle, des armures complètes en plaques furent introduites, couvrant tout le corps et composées d'éléments en acier adaptés aux dimensions du propriétaire. Tous les éléments étaient reliés par des charnières et des sangles. Le poids de l'armure en plaques pouvait atteindre 25 kg, mais grâce à une répartition uniforme, elle permettait un port prolongé. La création d'un tel équipement nécessitait les compétences d'un maître expérimenté, du temps et des dépenses considérables. Son coût était suffisant pour entretenir une petite troupe armée pendant toute une campagne. Les casques ont subi les plus grandes transformations, passant d'un simple bonnet en fer à de véritables casques avec visière mobile, un système de ventilation, un rembourrage intérieur et des plaques de coups ont également été développés. Lors des tournois, des casques spéciaux avec une protection renforcée et une visibilité limitée étaient utilisés, tandis que dans les combats,
On préférait des modèles plus simples avec un visage découvert ou de fines fentes. Les casques arboraient souvent des armoiries, des plumes ou des représentations d'animaux comme symboles distinctifs. Cependant, l'armure lourde présentait de sérieux inconvénients. Il était pratiquement impossible de l'enfiler seul. Les éléments de l'armure étaient fixés par des sangles, des inserts, articulés, et dans un ordre strict, ce qui nécessitait l'aide d'un écuyer ou d'un serviteur connaissant la procédure d'assemblage et de réglage. Si le chevalier était désarçonné, il se retrouvait dans une position vulnérable, et se relever du sol en armure lourde était extrêmement difficile, surtout dans le contexte d'un combat en cours. L'adversaire cherchait à achever le tombé en portant des coups à la visière, au cou ou sur le flanc entre les plaques. Parfois, un écuyer ou un camarade venait en aide au chevalier, mais plus souvent, l'issue du combat se décidait en quelques secondes. C'est pourquoi la protection de la tête, du cou et de la partie inférieure du corps était considérée comme d'une importance cruciale. Dans l'armure, il était difficile de se déplacer sur un terrain irrégulier et satisfaire des besoins élémentaires devenait un véritable problème pour les longues campagnes et les sièges. Des armures allégées étaient développées, mais dans les batailles, où chaque coup pouvait être décisif, le chevalier restait en pleine armure jusqu'à la fin, endurant des inconforts physiques. De nombreux guerriers, avant le combat, avaient tendance à se restreindre en nourriture et en eau pour éviter des désagréments dans leur armure. Il arrivait que, lors de longues batailles, les chevaliers répondent à leurs besoins directement dans leur armure, ce qui était considéré comme une inévitabilité plutôt qu'une honte. L'importance du cheval de bataille n'était pas inférieure à celle de l'armure. Il était non seulement un moyen de transport, mais aussi une arme, constituant une extension du chevalier lui-même. Les meilleurs chevaux de guerre étaient appelés destriers. Ce sont des animaux puissants et grands, élevés spécifiquement pour des besoins militaires. Ces animaux suivaient un entraînement spécial, leur permettant de ne pas craindre les cris, les éclats de lance ou le sang. Le prix des destriers était élevé. Au Xe siècle, il pouvait être comparable au coût d'une armure complète, voire le dépasser. Les chevaux étaient également équipés de protection. On leur mettait des armures en fer ou en maille autour du cou et des tissus épais ou des plaques métalliques sur le corps. Certains d'entre eux étaient dotés de casques et de brines spéciales, ornées d'emblèmes et de décorations. La perte d'un cheval de bataille était considérée comme une grave perte pour le chevalier, car l'animal était non seulement un actif précieux, mais aussi une partie de son statut, de sa fierté, de son héritage et de sa confiance. Les chroniques conservaient les noms de célèbres chevaux de guerre et de leurs cavaliers. Dans le milieu chevaleresque, il existait un code d'honneur tacite fondé sur le respect mutuel et la reconnaissance, qui, bien qu'il ne fût pas inscrit dans des lois officielles, régulait le comportement sur le champ de bataille et déterminait qui méritait la clémence ou le respect. Ces règles incluaient notamment des restrictions sur l'usage de la cruauté, en particulier dans les combats contre d'autres chevaliers. Sur le champ de guerre, les chevaliers se comportaient non pas comme des soldats anonymes, mais comme des représentants de leur classe, respectant les normes tacites de reconnaissance mutuelle. Un chevalier consacré, possédant un blason et d'illustre origine, était considéré comme un adversaire digne. On ne l'achevait pas sans nécessité, surtout s'il exprimait le désir de se rendre. Si un chevalier tombait de son cheval, perdait son arme ou était blessé, il pouvait déclarer sa capitulation simplement en donnant son nom et son origine ou en annonçant sa soumission. Dans ce cas, l'ennemi cessait l'attaque. On pouvait se rendre même au cœur du combat.
car les guerriers s'avèrent que les prisonniers étaient un sujet à rançon. Pour un noble captif, la famille ou le suzerain payait une rançon en or, en biens ou par des concessions lors des négociations. Le montant de la rançon variait en fonction du statut social. Pour un comte ou un baron, il était énorme, tandis que pour un simple chevalier, il était modéré. La capture n'était pas perçue comme une honte, mais considérée comme une partie de la pratique militaire. De plus, prendre un ennemi de haut rang en captivité témoignait d'un grand courage. Certains chevaliers cherchaient délibérément à capturer plutôt qu'à tuer, surtout s'ils faisaient face à un adversaire connu. Il existait des accords oraux qui déterminaient à qui appartenait le droit de capture lorsque plusieurs cavaliers se trouvaient près d'un même prisonnier. Dans de tels cas, les différends étaient résolus par le premier contact des armes ou par une exigence verbale. Après la capitulation, le prisonnier était remis sous garde. On lui fournissait de la nourriture et la possibilité de se reposer, parfois en lui permettant de porter une partie de son armure. Les prisonniers importants avaient le droit de correspondre et pouvaient envoyer des messages par l'intermédiaire d'un messager pour demander une rançon. Les captifs, les plus nobles, étaient logés dans des châteaux ou des tentes de commandants. Parfois, ils étaient relâchés sous la promesse de revenir si la rançon n'était pas livrée à temps. Cependant, tous les ennemis n'étaient pas considérés comme dignes de clémence. Les soldats d'infanterie étaient souvent tués, car ils étaient perçus comme inférieurs sur le plan militaire et comme une menace potentielle en cas de résistance massive. Si un combattant à pied se rendait, il était plus susceptible d'être achevé, car personne ne serait prêt à payer sa rançon. Des exceptions étaient au fait très rarement, et uniquement dans les cas où l'infanteriste était un parent d'une lignée noble ou avait fait preuve d'un courage exceptionnel. Les batailles avaient rarement le format de duels organisés. La base du combat résidait dans les frappes en formation serrée. Les cavaliers, s'élançant avec leurs lances, portaient des coups, renversaient leurs adversaires de leur selle et se heurtaient les uns aux autres. Le combat pouvait durer plusieurs heures, et après la première charge, le chaos régnait. Les chevaliers ne savaient pas toujours qui était en face d'eux, un allié ou un ennemi. On ne pouvait les distinguer que par le blason sur leur bouclier ou leur manteau, bien qu'il arrivât parfois qu'ils frappent accidentellement les leurs. Les écuyers s'efforçèrent d'être à proximité pour aider à se relever, remplacer une arme ou transmettre des ordres. Psychologiquement, le chevalier se préparait à l'affrontement. Depuis son enfance, il avait été formé à la retenue, à la maîtrise de soi, à l'humilité et à la fidélité envers son Seigneur. Cependant, même les guerriers expérimentés ressentaient de la peur. Certains entraient dans une rage folle, d'autres se renfermaient sur eux-mêmes. Certains fuyaient le champ de bataille, tandis que d'autres périssaient sans faire un pas en arrière. L'héroïsme était défini par les actes et non par les mots. La véritable bravoure était considérée comme le fait de sauver son Seigneur, de sortir une bannière de l'encerclement, de couvrir une retraite ou de tenir un passage étroit. Des cas de ce genre étaient relatés dans les chroniques. On connaît des épisodes où des chevaliers se défendaient contre de nombreux ennemis ou continuaient à se battre malgré leurs blessures. De telles histoires contribuèrent à accroître l'autorité de la famille et à donner du poids à la lignée. La mort sur le champ de bataille était perçue comme une issue honorable. Le chevalier mourait en pleine armure, aux côtés de ses bannières, et était enterré avec son arme, parfois même avec son cheval tué. Si le corps ne pouvait être récupéré, le nom du chevalier était inscrit sur la liste des morts, et il était commémoré dans les temples. Ces traditions perduraient
jusqu'à la fin du XVe siècle. Avec l'apparition des armées de masse, des arbalètes, des canons et des mercenaires, la nature de la guerre a changé. Cependant, à l'époque classique de la chevalerie, l'honneur sur le champ de bataille jouait un rôle important et était évalué non pas par les victoires, mais par le comportement d'un homme face à la mort. Les conflits militaires se produisaient non seulement en Europe, mais aussi au-delà de ses frontières. L'un des axes majeurs pour les chevaliers devint les croisades, des guerres où le service militaire était associé à une mission religieuse. Ces campagnes ont ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de la chevalerie, où la participation au combat était perçue comme un exploit spirituel. Les croisades sont devenues une partie importante de la culture chevaleresque, alliant religiosité, quête de gloire et désir de terre. Pour de nombreux chevaliers, participer à une telle croisade signifiait reconnaissance, service à l'Église et voie vers l'élévation. Dans la société féodale, où le service militaire jouait un rôle clé dans la détermination du statut social, la croisade vers l'Est était perçue comme la forme suprême de service. Au milieu du Xe siècle, les armées musulmanes avaient conquis Jérusalem, menaçant les pèlerins chrétiens. L'empereur byzantin, Alexis Comnène, a sollicité le soutien des puissances occidentales, et en réponse, le pape Urbain II a lancé, lors du concile de Clermont en 1095, un appel aux chevaliers de toute l'Europe pour libérer la Terre Sainte et protéger les chrétiens des persécutions. Cet appel a suscité un écho considérable. Participer à la croisade était considéré comme une opportunité d'expiation des péchés. La bulle papale garantissait l'absolution pour ceux qui mouraient au combat, ce qui a changé la perception de la guerre. Elle n'était plus seulement un devoir de vassal, mais devenait la plus grande œuvre de foi. Des milliers de chevaliers venus de France, des terres germaniques, d'Italie et d'Angleterre se sont dirigés vers l'Est à la recherche d'opportunités pour démontrer leur qualité, acquérir des richesses et s'emparer de terres dans les anciens territoires byzantins, connus en Occident sous le nom de Terre Sainte. Beaucoup quittaient leur patrie avec des détachements d'écuyers, de serviteurs et de vassaux. Ces croisades pouvaient durer plusieurs années et nécessitaient un approvisionnement constant, ainsi que la participation à des sièges. Les combats pour Antioche, Jérusalem et Tripoli devenaient de véritables épreuves de courage et de maîtrise militaire. Participer à la croisade contribuait à l'élévation du statut du chevalier. Son nom était mentionné dans les chroniques et ses descendants étaient fiers de son lien avec l'œuvre de l'Église. Dans la plupart des cas, la croisade servait de prétexte à une consécration officielle. Si un guerrier faisait preuve de bravoure au combat et recevait la reconnaissance de ses commandants et des clercs, il pouvait être élevé à la noblesse chevaleresque directement dans le camp, ce qui conférait à ce moment une signification particulière. La consécration était effectuée par des évêques, des barons, et parfois même par le roi lui-même. Un tel chevalier était considéré comme un défenseur de la foi, et sa reconnaissance était largement acceptée. Certains chevaliers commençaient à participer aux croisades dès leur jeune âge. Les fils de familles nobles accompagnaient leur père et apprenaient à combattre sur des terres étrangères, ce qui devenait une partie de leur éducation. Pour des performances réussies, le jeune homme recevait une épée, un bouclier et le droit de porter des éperons, et son nom était inscrit parmi les guerriers ayant traversé le sang et les prières. Les croisades impliquaient également un aspect spirituel. Les images du pèlerinage, de la guerre sainte et des combats pour la foi se sont profondément enracinées dans la culture. Les expéditions orientales
sont devenus le sujet de sermons, de chants et de légendes. Chaque chevalier ayant servi en Terre Sainte était considéré comme un témoin d'un moment historique unique. Son bouclier pouvait être orné d'une croix, son épée portait l'empreinte d'un serment, et son nom conservait la mémoire d'un devoir sacré. Cependant, ces croisades étaient également accompagnées de brutalité, des violations de la discipline, des pillages, des conflits entre commandants et des massacres ont laissé des conséquences sombres. La prise de Constantinople en 1204 fut particulièrement tragique lorsque les chevaliers occidentaux pillèrent cette ville chrétienne. Cet incident a ébranlé la confiance entre l'Est et l'Ouest, démontrant à quel point les objectifs des croisades s'étaient éloignés de leur intention initiale. Néanmoins, la participation aux croisades est devenue une étape clé dans l'histoire de la chevalerie. Ces guerres ont contribué à la formation d'une culture militaire unique, où la religion, la gloire et le devoir se combinaient dans un service commun. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment ces idées ont servi de fondement à l'émergence des ordres chevaleresques et des fraternités militaires, unis non seulement sous l'épée, mais aussi sous le serment de foi. Les ordres militaires sont devenus une manifestation éclatante et durable de la culture chevaleresque, surgissant en réponse au besoin de protéger les pèlerins, de garder les sanctuaires et de maintenir les territoires conquis. Contrairement aux chevaliers ordinaires, dont le service dépendait des engagements personnels et des liens familiaux, les membres des ordres étaient soumis à des règles strictes et à une discipline collective. Leur idéologie alliait la rigueur monastique à une préparation militaire constante. L'ordre le plus connu parmi ces ordres est l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, plus connu sous le nom de Templiers. Il a été fondé à Jérusalem au début du XIIe siècle, vers 1109, par un groupe de chevaliers français dirigé par Hugues de Payen. La mission principale de l'ordre était de protéger les routes et les pèlerins chrétiens se rendant en Terre Sainte. Avec l'accord du roi de Jérusalem, il a été accordé à l'ordre une résidence près de la mosquée Al-Aqsa, située sur le site de l'ancien temple de Salomon, ce qui a donné naissance au nom Templier. L'ordre a rapidement gagné la reconnaissance de l'Église et en 1112, le pape Innocente II lui a accordé des privilèges spéciaux. Ils n'étaient soumis qu'au Saint-Siège, pouvaient construire leurs propres églises et étaient exonérés de taxes. Cela garantissait leur indépendance vis-à-vis des autorités locales et renforçait la discipline interne. La règle de l'ordre a été élaborée sous la direction de Bernard de Clairvaux, un abbé et théologien renommé. Elle établissait des exigences strictes en matière de modestie, de pauvreté, de célibat et de port constant des armes. Les Templiers n'avaient pas le droit de quitter l'ordre, portèrent des manteaux blancs avec une croix rouge et obéissaient au commandant, tout comme les moines obéissent à leurs supérieurs. L'ordre se distinguait par sa grande capacité de combat. Les Templiers participaient à des batailles clés à l'Est, y compris les batailles d'Ashkelon et la défense de Jérusalem. Leurs troupes étaient disciplinées, bien armées, et faisaient preuve d'une résilience exceptionnelle. Au combat, ils occupaient des positions centrales dans la formation, ou formaient des groupes d'assaut. Leurs succès militaires ont rendu l'ordre à la fois respecté et riche. Rapidement, les Templiers ont acquis des possessions en Europe, terres, châteaux et commanderies. Ils ont également commencé à s'engager dans des opérations financières. Ils accordèrent des prêts, gardèrent les fonds des pèlerins et effectuaient des transferts pour les rois. Un autre ordre significatif était celui des hospitaliers.
ou l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Son histoire a commencé un peu plus tôt, avec la fondation d'un refuge pour les pèlerins à Jérusalem, au milieu du XIe siècle. En 1136, l'ordre a été officiellement reconnu par le pape et transformé en organisation militaire. Les hospitaliers portèrent des manteaux noirs avec une croix blanche, restant fidèles aux principes de miséricorde et de protection. Et leur principale mission était de soigner les blessés et de s'occuper des malades. Cependant, dans un contexte de guerre permanente, ils sont devenus une force militaire à part entière. Leurs garnisons protégeaient des forteresses, gardèrent des caravanes et participaient à des sièges. Les deux ordres ont créé un réseau de forteresses le long de la côte orientale de la Méditerranée, de la côte syrienne aux montagnes de Galilée, parmi lesquelles se trouvaient Montfort, Crac des Chevaliers et Safed. Ces avant-postes sont devenus un symbole de la présence de l'Occident à l'Est. Les membres militaires de l'ordre étaient dirigés par un maître et ils mettaient en œuvre la règle où l'initiative individuelle était soumise à la discipline collective. Leurs vœux étaient à durée indéterminée et quitter l'ordre était considéré comme une trahison. Un rôle important dans l'histoire du Moyen Âge a également été joué par l'ordre teutonique, fondé vers 1190, pendant le siège d'Acre. À cette époque, des chevaliers allemands ont créé une fraternité hospitalière pour aider les blessés. En quelques années, l'ordre a adapté les règles des Templiers et des Hospitaliers, devenant une force militaire autonome. Les membres de l'ordre portaient des manteaux blancs avec une croix noire et parlaient allemand, ce qui le rendait particulièrement attrayant pour les chevaliers du Saint-Empire romain germanique. Contrairement aux ordres qui opéraient activement en Terre Sainte, les teutoniques ont déplacé leurs activités en Europe de l'Est. Dès le début du XIIe siècle, ils ont commencé à lutter contre les tribus baltes, y compris les Prussiens et les Lituaniens, et ont fondé leur propre État d'ordre sur les territoires du sud de la Baltique. Là, ils construisaient des châteaux, introduisaient le droit allemand, établissaient une administration féodale et menaient de longues campagnes militaires. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, l'ordre est devenu une puissante force politique, formant des alliances, signant des traités de paix et s'opposant à la Pologne et au Grand-Duché de Lituanie. L'ordre teutonique a conservé la discipline, les vœux et l'idéologie fondée sur les traditions de ses prédécesseurs, tout en formant une structure étatique stable qui a duré plus de 2 siècles. Il est devenu un symbiote du service de pèlerinage et de la gouvernance territoriale des chevaliers. Les ordres militaires, apparus à l'époque des croisades, combinaient le service à la foi avec la discipline. Cependant, des ordres existaient également en Europe, cherchant à préserver les idéaux chevaleresques dans des conditions changeantes. Avec l'affaiblissement de la structure féodale et l'évolution des exigences en matière d'honneur noble, de nouvelles fraternités ont commencé à émerger dans les cours royales. Mais celles-ci n'étaient plus militaires, mais symboliques. Dans la seconde moitié du XVe siècle, l'idéal chevaleresque a perdu son rôle dans le système militaire, bien qu'il soit resté un symbole important de dévotion, d'éthique et de noblesse. Les monarchies ont cherché à préserver l'esprit de la chevalerie en l'adaptant aux nouvelles conditions sous la forme de privilèges réglementés et de fraternités honorifiques à la cour royale. Ainsi sont apparus les ordres de cour, qui ont formalisé les valeurs chevaleresques au sein de la hiérarchie royale, leur donnant une nouvelle forme rituelle. En Angleterre, cet emblème est devenu l'ordre de la Jarretière, fondé par le roi Édouard II en 1348.
Il regroupait 26 chevaliers, choisis personnellement par le roi, et était considéré comme la plus haute distinction pour les mérites militaires et la loyauté envers le monarque. La résidence de l'ordre était le château de Windsor, où se déroulaient des cérémonies et où étaient conservés les insignes. La jarretière des chevaliers était de couleur bleu foncé, avec des lettres dorées, portant la devise « Que celui qui pense mal en soit honteux ». Elle était portée à la cuisse et symbolisait l'appartenance au plus haut niveau de l'honneur chevaleresque. Les rituels de l'ordre conservaient des éléments de solennité médiévale, incluant des initiations, des banquets et la participation à des processions. Mais leur signification est devenue plus courtoise que militaire. L'ordre s'est transformé en un moyen de reconnaissance politique et de renforcement de la loyauté, plutôt qu'en une fraternité militaire. En France, l'ordre similaire est devenu l'Ordre de l'Étoile, fondé en 1351 par le roi Jean II, surnommé le Bon. Sa création faisait partie d'un effort pour restaurer les valeurs morales de la chevalerie et faire de la noblesse un exemple pour les sujets. Le symbole de l'ordre était l'étoile de Bethléem, et seuls les nobles ayant prouvé leur loyauté envers le roi pouvaient en devenir membres. Contrairement à son homologue anglais, l'ordre français mettait l'accent sur sa vocation religieuse, soulignant la dévotion à l'autorité spirituelle et le respect des dogmes. Son statut contenait des règles interdisant de se retirer du champ de bataille, ce qui ajoutait une dimension tragique. Lors de la bataille de Poitiers, en 1356, de nombreux chevaliers sont morts, ne souhaitant pas enfreindre ce vœu. Le roi Jean lui-même a été fait prisonnier, ce qui a considérablement terni la réputation de l'ordre. Malgré les différences dans les aspects formels, les deux ordres